Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous et à toutes. Je reçois dans Tout est marque Guillaume Sarfati, le président de Act for Sport, une agence spécialisée dans le sponsoring du sport amateur. Et d'habitude, c'est vrai que je fais parler toutes les marques, mais cette fois-ci, on s'attaque à un sujet un peu plus étendu, à savoir celui de comment faire travailler les marques. Bonjour Guillaume. Bonjour François-Xavier. Merci de venir dans Toutes tes marques. Guillaume, est-ce que tu peux, déjà en quelques mots avant de démarrer et de parler d'Act for Sport, te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es? Avec plaisir, merci de me recevoir. Donc, je suis effectivement cofondateur et CEO de Act for Sport. Et j'ai l'habitude, pour me présenter, de commencer par le fait que je ne viens absolument pas du milieu du sport. Je suis plutôt un expert de la communication, des métiers, des médias. Pour faire un très rapide parcours, j'ai commencé en agence chez Fuse, qui est ici, pas très loin de là où on est actuellement. Et puis ensuite, je suis parti chez Deezer. Donc chez Fuse, je faisais du brand content. Je suis arrivé chez Deezer où on a structuré l'offre brand content et où j'y ai fait 5 ans de ma vie. Et puis en fait, finalement, ça va amener vers la présentation en quelque sorte d'Act for Sport, puisque ce que j'ai repéré pendant cette dizaine d'années en agence et en régie publicitaire, c'est la volonté pour les marques de faire de la communication engagée, de la communication un petit peu plus locale, de créer du conversationnel avec la cible, etc. Et finalement, on n'identifiait pas ou peu de moyens de le faire concrètement. Il existait des solutions déjà, mais pas forcément au goût de tout le monde. Et puis, par le biais de conversations avec des anciens collègues avec qui j'avais travaillé sur le Tour de France en tant que job d'étudiant, j'ai découvert l'univers du sport amateur, du niveau associatif, etc. Et c'est de là qu'est née l'envie de se dire... si on est capable de proposer à des marques de soutenir des clubs de sport amateur, mais à échelle nationale, voire internationale, ça va forcément pouvoir leur plaire, puisqu'ils vont pouvoir y voir des éléments de communication hyper engagés et plutôt sympas. Alors justement, Guillaume, est-ce que tu peux nous pitcher, allez, on va dire en 2 minutes, le savoir-faire de Act for Sport? Act for Sport, c'est donc, comme tu l'as très bien dit, c'est une agence de communication dédiée au sponsoring du sport amateur. Donc il faut bien comprendre que notre métier, c'est avant tout de permettre à des marques de créer de magnifiques histoires engagées réellement et concrètement. On n'est pas au service du sport amateur, on sert le sport amateur à la fin de l'histoire. Le début de l'histoire, c'est d'abord d'accompagner les marques. Pour ce faire, nous, on va accompagner les marques en leur permettant de lancer des appels à candidature qui vont permettre à des centaines, voire des milliers de clubs de postuler aux opérations. Et puis nous, on va, pour la marque, trouver les clubs qui correspondent parfaitement à ce dont elle a besoin. Je vais prendre un exemple très concret, mais la localité. J'ai besoin d'avoir des clubs sponsorisés partout en France, à moins de 10 km de chacune de mes agences. On va pouvoir le faire. Et puis, nous, on va surtout gérer toute la partie super relou, c'est-à-dire toute la supply, commander les équipements aux bonnes tailles, aux bonnes couleurs, les personnaliser, les floquer, les envoyer au sein des clubs, etc. pour que les maillots que la marque va offrir pour soutenir le club soient portés tous les week-ends par les clubs de sport amateur partout en France, partout en Europe. Oui, et donc, comme tu le disais, ça s'adresse vraiment à tous les sports. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec du football, du padel, de la pétanque, du rugby, de la gymnastique. À date, pas tout à fait. À date, c'est essentiellement sur les sports collectifs pour 2 raisons. La première, la simplicité, c'est-à-dire qu'il y a une approche sur des sports collectifs qui sont très pratiqués et très médiatisés. On a 80% de nos annonceurs qui sont en fait impliqués déjà dans le sponsoring professionnel. Ils ont des clubs de sport pro, ils ont des assets avec des fédés, des choses comme ça. Et donc, ils voient dans Act for Sport la possibilité de prolonger en local cet asset. Et puis, la deuxième chose, c'est aussi que il y a dans ces sports co des règles du jeu qui imposent de jouer les matchs officiels en tenue du club. Bien sûr. Et donc, c'est aussi la source de facilité pour nous de venir s'intégrer à ce moment-là. Et donc, on a aujourd'hui, chez Act for Sport, du foot, du hand, du basket, du rugby, du volley
et du cyclisme, puisque le cyclisme, quand il est pratiqué en club, est un sport collectif. Bien sûr, bien sûr. Une solution clé en main, c'est ce qui simplifie en fait la démarche pour l'annonceur auprès des clubs. Je pense que sans le mot clé en main, nous n'existerions tout simplement pas. En fait, on est venu résoudre 2 problèmes. La volonté pour les annonceurs de faire de la communication engagée, et ça je pense que c'est central, mais aussi l'impossibilité pour les annonceurs d'aller chercher des milliers de clubs et leurs informations, de pouvoir sélectionner les bons clubs, de gérer toute la supply. Donc Oui, il va y avoir de la cohérence aussi. C'est hyper important la cohérence. Récemment, je discutais avec une amie qui est à la tête de la communication d'une marque et qui me Mais tu disait... peux citer la marque. Non, pas avoir de problème. Tout est marque, donc on peut y aller. Tout est marque, effectivement. Non, en fait, la réalité, c'est que certaines marques vont, par exemple, au cours de leur vie, changer de logo, changer de charte graphique. Et puis, on va se retrouver avec des entités en local qui vont continuer de sponsoriser des petits clubs à leur échelle. Avec la charte d'il y a 3 ans. Ce qui est une très bonne démarche, mais qui peut manquer. Il y a aussi un autre propos qui est très intéressant dans le fait d'avoir cet aspect global, c'est que les annonceurs peuvent se permettre d'en parler après, avec des arguments concrets, avec de la data. Je vais prendre un exemple très concret. On travaille avec Groupama depuis maintenant 7 saisons dans le cyclisme amateur. Ils font partie de nos annonceurs les plus fidèles. Et tous les ans, depuis maintenant 4 ans, pendant le Tour de France, vous avez une énorme campagne télé qui est faite par Groupama à la pause de chacune des pauses du Tour de France et qui va citer sur le tag 10 secondes le fait qu'ils sont très fiers d'accompagner X milliers de cyclistes amateurs. Et tous les ans, le nombre de cyclistes amateurs augmente. Ils peuvent le faire parce qu'ils ont la maîtrise parfaite de la data. Il y a des marques... Et vous êtes derrière. Et c'est nous qui gérons tout derrière, effectivement. Il y a des marques qui font un travail exceptionnel en sponsoring du sport amateur parce que chaque entité locale, dans la grande surface par exemple, c'est très souvent le cas. Mais on ne sait pas si à Besançon, c'est un club de volley qui est soutenu, à Toulon, un club de rugby. Peut-être qu'en Ille-et-Vilaine, ça va être une autre typologie de sport. Et donc en fait, ils savent grosso modo en interrogeant chaque entité locale ce qui se passe à peu près, mais ils n'ont pas du tout de vision globale. Donc nous, on vient apporter ça, la data et la vision globale pour permettre justement un truc, comme tu le disais, clé en main. On va revenir encore plus précisément après sur d'autres éléments. Malgré tout, je voudrais faire un petit retour arrière. Comment est venue l'idée de devenir justement l'intermédiaire privilégié entre le sport amateur et les marques? J'allais pas dire les grandes marques, parce qu'après, c'est un autre sujet qu'on abordera. Le postulat de départ est né d'une rencontre. J'ai un ami que j'ai rencontré sur le Tour de France qui, lui, a lancé une marketplace pour les clubs de sport amateurs et qui m'a raconté son entreprise, son aventure entrepreneuriale. Et puis, en le racontant, il m'a raconté les bienfaits du sport amateur, l'aspect absolument magnifique, le rôle sociétal magnifique que peut jouer le club de sport amateur, l'association locale. Et c'était un univers que j'ignorais, que je ne connaissais pas. Et ça m'a tout de suite parlé. 3e lieu d'éducation de nos enfants, un lieu d'égalité absolument inégalable. J'ai l'habitude de dire, c'est peut-être le seul endroit où le maire il peut être remplaçant, où le banquier il peut être arbitre de touche improvisé un dimanche matin. Et donc en fait, et jouer avec le chômeur, avec le fonctionnaire. Bref, c'est un endroit où on va tous se retrouver sur un pied d'égalité parce que quand on met un maillot, un short et une paire de chaussettes sur un terrain, on est tous les mêmes. On est tous les mêmes. Et ce qui compte, c'est la performance sportive et c'est pas le statut social. Et donc toutes ces valeurs-là m'ont énormément parlé. Moi, à ce moment-là, j'étais chez Deezer et j'avais envie de mettre du sens dans la seule chose que je savais faire professionnellement, c'est-à-dire vendre de la pub. C'est très vulgaire, mais c'est une triste vérité. Et donc, je lui ai dit très très spontanément, je lui ai dit, mais tous ces clubs que vous adressez, si demain on pouvait leur proposer, au lieu d'acheter à moindre coût, d'avoir des équipements offerts parce qu'ils vont offrir leur image à un sponsor, je suis convaincu que ça pourrait fonctionner. Bien sûr. Et on s'est tourné autour pendant 2 ans. Il a beaucoup insisté pour que je vienne créer ça. Moi, j'étais chez Deezer, j'adorais mon métier dans l'industrie de la musique. Et puis, il a fallu 2 ans pour réussir finalement à me convaincre de tout plaquer et puis de lancer ça avec lui. Et donc, tu rachètes l'activité un peu plus tard. Exactement. Donc, on lance tout ça en 2018. On arrive vraiment concrètement sur le marché en 2019. L'année 2019 est quand même une année assez magnifique
parce qu'en moins de 4 mois, on signe et on lance Unibet, Big Mat et Land Rover, Wow. nos 3 premiers annonceurs. Et on commence à sentir aussi un vrai engouement côté des clubs, puisque très rapidement, en football, il y a 12 000 clubs en France, on commence à avoir des opérations qui frôlent les 2, 3, 4 000 clubs qui postulent à nos opérations. Comment tu signes tes premières marques? Parce que signer des premiers clients, je crois que ça va intéresser tout le monde. Comment on arrive à aller chercher des marques aussi notoires, aussi importantes que celles que tu viens de citer? La réalité, c'est que quand on commence un truc comme ça, on se penche immédiatement vers la solution la plus simple, c'est son réseau. Mon mantra en tant que commercial, puisqu'on va pas se mentir, hein, je suis d'abord un commercial, c'est fish where the fish are. J'ai un réseau, je connais du monde, je vais aller taper à toutes les portes, et puis d'aucuns vont me dire mais attends, mais c'est intéressant, tu devrais en parler à lui parce que j'ai déjà entendu parler. Et puis c'est comme ça que ça s'est fait. Par contre, très clairement, pour parler à des gens qui vont se lancer dans une activité commerciale, c'est le parcours le plus solitaire qui puisse exister au monde. Enfin, vraiment, je vois une différence absolument incroyable entre mon discours et comment je suis accueilli aujourd'hui, 8 ans après, et les débuts où clairement c'était le désert. Et ça fait très bizarre qui plus est quand on vient d'une boîte comme Deezer, où globalement, quand Les portes s'ouvrent facilement. Toutes les portes s'ouvrent et même on a même des appels entrants, ce qui est une magnifique notion que je ne connais que très peu aujourd'hui. Mais donc non, il y a effectivement, c'est un vrai travail de commercial. Par contre, au début, il n'y a eu aucun travail de stratégie commerciale ni rien. Ça a été vraiment à l'ancienne totale, quoi. Pour en revenir à la mission d'Axe4 Sport, est-ce que ça s'adresse aux grandes marques nationales, internationales, ou est-ce que tu as des marques dites plus locales? Très étonnamment, ce n'est que des marques nationales, voire internationales. Ah oui. Au tout début, quand on a lancé cette activité-là, c'est venu d'un réflexe qui est le mien, c'est celui que je disais juste avant, s'adresser à mon réseau. Mon réseau n'était constitué, que ce soit chez Fuse ou chez Deezer, que de marques de grande ampleur. Donc je suis allé me diriger vers ces marques-là, mais j'avais dans un coin de ma tête de me dire que peut-être il fallait aussi s'orienter vers des marques un petit peu plus locales et régionales. La réalité, c'est que ce qui fait aujourd'hui la force d'Axe4 Sport, tu l'as dit tout à l'heure, c'est l'aspect clé en main. Cet aspect clé en main, il va intéresser des grandes marques qui n'ont absolument aucune possibilité d'aller s'adresser à ces petits clubs. Et de la même manière, qui va permettre à ces petits clubs d'avoir accès à des marques qu'ils ne toucheront absolument jamais. Parce que tu l'organises pour eux, finalement. On organise tout, effectivement, pour être l'intermédiaire entre les deux. J'avais noté notamment Orpi, le réseau... Bah, tu cites un exemple qui est génial, puisque Orpi est un des rares annonceurs que nous avons qui n'a pas d'implication dans le sport pro. Ils ne sont pas sponsors d'une grande équipe ou quoi que ce soit. Ce qu'ils ont vu en Axe4 Sport, c'est d'abord l'aspect RSE, évidemment, pouvoir s'impliquer auprès des associations locales, mais aussi et surtout l'aspect multilocal, justement, parce qu'ils vont pouvoir permettre à chaque agence qu'ils vont avoir sur le territoire d'avoir un club qui sera à moins de 10 km et qui va pouvoir être soutenu par l'agence, qui va être soutenu par le central. Donc en fait, c'est un double effet. Le premier effet, c'est l'aspect positif pour la marque, pour son image, pour sa notoriété. Mais le deuxième aspect qui est quasiment invisible mais très important, c'est la communication interne. Aujourd'hui, on va avoir des agents en local de chez Orpi qui vont avoir la possibilité d'être intégrés au plan global de la marque. Oui, parce que ça ne sera pas Orpi niveau national, c'est, tu vas avoir, je vais dire, un exemple comme ça, c'est Orpi Lons-le-Saunier et Orpi Besançon et Orpi Lille. Voilà. Exactement. Ah oui. Exactement. Donc ça change tout. Chacune de ces agences va pouvoir s'approprier le projet et à la fois être super fier d'accompagner le club du coin, mais aussi être super fier d'être impliqué dans une stratégie globale de son employeur, en tout cas de la marque au national. Donc il y a vraiment ces deux aspects qui sont très importants et la communication interne, on s'en rendait pas compte au début, mais c'est un aspect monumental de notre offre. On propose par exemple... Sur le cas d'Orpi, je vais quand même préciser, c'est 300 clubs, 7500 joueurs. Exactement, pour la première saison. Ils ont continué une deuxième saison avec un petit peu moins de clubs, mais ils ont renouvelé. Ce sont des grosses opérations, oui, effectivement. En général, nos opérations vont de, on va dire en moyenne, de 50 à 1000 clubs. Ça va vraiment dépendre de l'ampleur et puis du budget. À un moment, on va se parler de budget. Et donc, du coup, voilà, ça permet aux marques de vraiment s'intégrer dans le paysage à la fois local et national. Je crois qu'il y a d'autres exemples qui sont Uber Eats.
Alors, Par exemple des marques, effectivement, à l'opposé du coup d'Orpi, qui ont de gros assets dans le sport pro. Ouais. Uber Eats, c'est un exemple absolument incroyable, puisque c'est notre record en termes de nombre de candidatures. Il faut savoir qu'il y a 12 000 clubs de football en France amateurs. On a eu 9 000 inscriptions à l'opération Uber Eats. Il y avait évidemment un engouement énorme parce que c'est un partenaire de la Fédé de foot, de la FFF. Ça a été le namer de la Ligue 1 au moment où on lance l'opération. Ancien sponsor de l'OM. Donc fondamentalement, une place énorme. Il ressortait comme parmi, je crois, le top 3 des marques qu'on associe au football, devant parfois Adidas ou des trucs comme ça. Donc, en l'espace de quelques années. c'était énorme. Et puis le projet était dingue. C'est-à-dire que pour le club qui s'inscrivait, il y avait la possibilité de gagner 2 jeux de maillot pour 2 équipes qui allaient être designés par un designer qui allait venir au sein du club, écouter les propos du club, essayer de comprendre leur identité et refléter leur identité dans le design du maillot. L'offre était magnifique. C'est des marques absolument étonnantes parce qu'effectivement, faire une campagne de sponsoring au niveau national, c'est une chose. S'intéresser après au terrain, c'est quand même encore plus fort. Mais nous, on adore fondamentalement les deux. On adore les marques qui vont venir, qui n'ont rien dans le sport et vouloir le faire avec nous. Je trouve que c'est hyper noble de la part d'une marque, mais on adore aussi les marques qui font l'effort d'aller au bout de leur démarche dans un sport et qui vont avoir un partenariat fédéral, avoir un partenariat professionnel avec un club et puis avoir cet ancrage local qu'on va pouvoir leur apporter. Et c'est aussi un discours qui est très important. À aucun moment, on ne se positionnera en concurrent de ça ou quoi que ce soit. On est ultra complémentaires. C'est-à-dire que les marques qui vont faire les deux ont, à mon sens, compris qu'il fallait avoir une implication totale. Je reprends Groupama, mais ils ont la Groupama FDJ. Ils font vraiment couler ça jusqu'au sponsoring local et leurs agents locaux sont ravis de cette opération et ils en témoignent pendant le Tour de France, justement, où ils rencontrent les acteurs nationaux. Donc c'est quand même un cercle assez vertueux pour ces marques-là. Quels sont les secteurs justement que tu peux avoir aujourd'hui? C'est plutôt l'alimentaire, la tech, la banque, c'est quoi? Alors, le secteur de l'assurance, c'est notre premier secteur aujourd'hui. C'est des marques qui sont très investies et qui ont besoin et envie, je pense. Il y a une envie sincère de faire des choses un peu nobles, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas engagées pour de vrai, réellement, sincèrement. Et je pense qu'on apporte ce côté caché. Véritablement, on certifie que les maillots sont envoyés sur les terrains. On a récemment, on a été audité, on a les bons de livraison de chacun des clubs, on peut prouver véritablement que ça va au bout. Et donc je pense que ce gage de sécurité entre guillemets pour l'assurance, il est important et je pense que c'est une des choses qui fait le succès auprès des assureurs. Après globalement c'est multisecteur, c'est plutôt la taille de l'entreprise et une fois de plus son implication dans le sport pro qui va compter. Par contre je peux te parler des marques, des secteurs que je n'ai pas. Ah oui, allons-y. Pas chez Act for Sport. Appel à la population, aux décideurs marketing et à toutes celles et ceux qui veulent s'implanter et qui ont un ancrage local aussi. Exactement. Eh oui. Et ce qui me pétrifie depuis que j'ai créé Act for Sport, et c'est vraiment une question que je me pose, comment est-il possible que nous n'ayons pas, avec notre offre, une marque de lessive qui soit partenaire du sport amateur? Je pensais sincèrement, quand on a lancé Act for Sport, que ça allait être une évidence hyper facile. J'ai un semblant de réponse. Ce sont généralement des énormes groupes, des Procter & Gamble, des Unilever, des trucs, des Henkel, etc. Et ils sont très difficiles à toucher, ils sont nombreux, ils ont de nombreuses agences, etc. Mais pourtant, vraiment, pour moi, le secteur de la lessive, c'est quelque chose qui me manque. Tout le secteur des déodorants, des produits d'hygiène et compagnie, c'est une évidence. Il faudrait qu'on en ait aussi. Et puis, on n'est pas si bon dans le secteur automobile aussi. On a Land Rover, qui est un de nos partenaires historiques. Oui, parce que, excuse-moi, je te coupe, mais je rebondis. Un Nivea qui est sponsor du PSG, désolé, il pourrait peut-être mettre un petit billet sur les clubs d'Île-de-France. Continuons cet appel à la population. De toute façon, tout ce qui va être FMCG, ça va être hyper important pour nous. Je pense qu'on a un vrai asset à proposer à ces marques-là. Aujourd'hui, on a Volvic. Ça marche super bien avec eux, avec un ancrage justement, un retour vers quelque chose qu'on n'avait pas imaginé, c'est qu'on revient dans un territoire très précis puisqu'on est en Auvergne, autour de l'usine Volvic.
autour du volcan. Et c'est assez génial aussi de revenir à des choses comme ça. Donc on a un peu de FMCG, on a Volvic, mais il nous en faudrait plus. Secteur auto, tu disais, effectivement. Et secteur auto, effectivement, oui, où aujourd'hui on n'a que Land Rover, et je pense qu'on pourrait réussir à proposer de belles choses, surtout quand on connaît l'ancrage local et l'importance de la concession pour finaliser la vente d'une voiture. C'est un problème budgétaire d'après toi ? Ça coûte combien en fait, pour dire les choses? Je veux investir. Quel est le billet, le coût d'entrée? Le ticket d'entrée, il est à 120 000 €. Pour combien de clubs? Une cinquantaine de clubs en fonction du sport, en fonction de la catégorie d'âge. Ça va évidemment être différent. Mais il est entre 120 et 150 000 € en fonction aussi de ce qu'on veut mettre en termes de médiatisation et de créativité derrière. Si on veut faire un beau film de marque avec de la réflexion, du planning strat, etc., bah forcément, on va rajouter quelques couches. Mais en tout cas, le ticket d'entrée en termes d'équipement, il est à 120 000 €. Et voilà, on va avoir une cinquantaine de clubs. Ça ne compte pas la panoptique autour des stades, hein, on est d'accord. C'est un autre métier, ça. Ouais, exactement. Nous, on est vraiment sur l'équipement sportif pour deux raisons. La première, c'est que c'est notre métier de base. Et la deuxième, c'est qu'on essaie de faire des campagnes qui vont servir réellement au club. Le club, je préfère qu'on leur laisse la place disponible sur les panneaux d'affichage pour aller chercher des sponsors locaux, pour que nous, on puisse s'occuper de leur offrir des équipements sportifs. Ces équipements, ils en ont besoin. Certains clubs jouent 5, 6, 7 saisons avec les mêmes équipements sportifs, donc ils ont nécessairement besoin d'équipements, ce qui explique aussi le nombre de candidatures très importantes qu'on va avoir à chacune de nos opérations. Mais justement, tu n'as pas un modèle à monter avec une agence média qui pourrait s'associer et mettre justement des panneaux de marque en plus de ton package avec les maillots? C'est une idée qui évidemment nous a traversé très souvent l'esprit. C'est peut-être une évolution du métier qui pourrait exister plus tard. Aujourd'hui, on veut vraiment se concentrer sur avoir un impact. Évidemment, avoir un impact pour la marque, avoir un impact pour les clubs. Peut-être que demain, il y aura ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a quelque chose qui est en train d'évoluer grandement chez Act for Sport. C'est aussi la volonté d'arriver vers des projets de plus en plus créatifs. Je pense qu'aujourd'hui, on maîtrise super bien notre cœur de métier, qui est de dire on va vous faire savoir que vous recrutez des clubs. On va vous permettre de recruter les clubs qui sont exactement ceux dont vous avez besoin en termes de localité, en termes de présence sur les réseaux sociaux, en termes de taille, sexe, âge, etc. Et puis, en plus, derrière, maintenant, notre nouveau métier, ça va être aussi de vous permettre de faire du contenu et de raconter toutes ces histoires. J'ai une petite question. C'est la question qui fâche. Petite question qui fâche, puisque tu parles de recrutement des clubs. Dans le cadre d'une sélection, quelles sont les principales raisons de retoquer un club amateur? Parce qu'on parle de marque, mais il y a aussi le club qui ne convient pas. Exactement, et tu fais bien de le souligner. On retoque pas vraiment. Enfin, si, on retoque des clubs, puisque en général, on a entre 30 et 40% des clubs d'une fédération qui vont postuler à nos opérations. 30 et 40%, c'est fou. C'est assez énorme. Ça vient du fait que c'est 100% gratuit pour le club. Donc toi, tu as un partenariat également avec des fédés en face ou pas du tout? Non, ça va dépendre. Il y a des annonceurs qui vont venir qui sont partenaires d'une fédé. Je reprends l'exemple de Beritz, mais qui était partenaire de la fédé de football. Ok. On a la Caisse d'épargne qui est partenaire de la fédération de hand. On a Optical Center qui est partenaire de la fédé de hand aussi. On a signé récemment, et peut-être que quand le podcast sortira, on pourra dire la marque, mais un annonceur de la fédé de rugby qui vient d'arriver. Donc ces marques-là, quand elles viennent et qu'elles sont partenaires, on va discuter, nous, échanger avec la fédé pour faire en sorte que le partenariat se passe le mieux possible. Mais globalement, nous, on a cette liberté d'être ni une ligue, ni une fédé, ni un club, ni un distributeur d'équipements sportifs. On est absolument libre de faire ce que l'on veut là-dessus, et c'est quand même important, et il faut que ça dure le plus longtemps possible. Mais j'insiste sur la question, c'est qu'est-ce qui va les retoquer? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il peut y avoir des valeurs qui ne correspondent pas, et quelles sont-elles? Excuse-moi, j'ai complètement oublié de répondre à la question du coup. Donc effectivement, tu as raison. J'ai cru que tu voulais pas répondre. Non, pas du tout. Donc les clubs postulent de manière assez massive. Oui. Nous, ce qu'on va faire, c'est plutôt que de se dire qu'on va retoquer des clubs, on va surtout choisir les clubs qui correspondent parfaitement au brief de notre annonceur. Un annonceur, il a besoin de clubs de plusieurs typologies. Je vais prendre un exemple très concret. On travaille avec Unibet, c'est notre tout premier sponsor. Il est donc, évident... plateforme de jeux en ligne. Exactement. Celles et ceux qui n'ont pas encore compris. Plateforme de paris sportifs. De paris sportifs.
il est légalement interdit de s'afficher sur des joueurs qui sont mineurs. Donc on va obligatoirement ne sponsoriser que les équipes seniors, plus de 18 ans, de ces clubs-là. Et donc on va offrir la possibilité à Unibet d'avoir une sélection de clubs qui ont tous postulé, certains ne sachant pas cette règle, etc. C'est normal, on ne demande pas à tous les clubs amateurs d'être des experts du sponsoring sportif et de la communication. On fait ça pour eux. Par contre, les clubs vont postuler. On va sponsoriser uniquement les équipes seniors. On va avoir toute typologie de ciblage que l'on peut faire comme ça. Donc en fait, avant de parler de retoquer, on va retoquer aucun club en réalité. On va surtout sélectionner ceux qui correspondent parfaitement au brief. Non mais c'est important. La géolocalisation, quand il y a besoin d'être proche d'un point de vente. Club, certaines marques vont nous dire, moi je veux que des petits clubs. Donc je veux que toi, globalement, tu sélectionnes les clubs amateurs pour les marques avec un cahier des charges précis. Exactement. D'accord. Exactement. Je vais prendre un exemple que j'adore. Back Market, quand ils sont venus, ils avaient un problème. Ils avaient 90%, je crois, de leur cible acheteuse qui étaient des hommes en grande ville. Donc on a sponsorisé 200 clubs de sport féminin, donc foot, hand, rugby, basket, volley, tous éloignés des grandes villes. Eh oui. Et donc c'était absolument génial à travailler puisqu'on a fait une opération 100% sport féminin en dehors des grandes villes avec des assets, clubs qui sont présents sur les réseaux sociaux, etc. Donc j'ai plus envie de parler de comment on va les sélectionner et il est évident que je ne peux qu'encourager les clubs à être les plus puissants possibles sur les réseaux sociaux parce qu'on va pas se mentir, malgré toute la bonne volonté des marques, ce ne sont pas des philanthropes, elles viennent pour se rendre visibles et un club qui poste régulièrement du contenu, qui poste du joli contenu et il y a des choses absolument incroyables en local, des photographes, des vidéastes amateurs mais qui se régalent et qui se font plaisir avec leur club, il y en a des tonnes. Oui, parce qu'il y a les rebonds en plus maintenant avec les réseaux sociaux. Ah mais c'est génial, génial. Et c'est justement l'objet d'un partenariat qu'on est en train de monter avec Rematch. Donc Rematch, application pour filmer les matchs, qui fait des résumés de 4 minutes. C'est une application géniale. Ils ont une tonalité sur les réseaux sociaux qui est dinguissime. Moi, je suis un énorme fan de leur travail. Et on a monté un partenariat pour que chacune de nos opérations puisse bénéficier aussi d'un partenariat avec Rematch où il va y avoir un bandeau digital sur le Rematch du club qui va pouvoir être visible par tous les membres du club. Et puis aussi, le goal of the month qui va être mis en avant quand c'est du foot, l'essai du mois quand c'est du rugby, etc. Powered par la marque et des engagements sur les KPIs en social media, etc. Donc on veut aller vraiment vers ça. Donc je te parlais de création de contenu et de créativité, ça fait partie des choses comme ça qu'on met en place. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'exclusivité dans ton métier. Ce que je dis tout à l'heure, tu parlais d'Unibet, on peut citer Winamax en face. Finalement, ils peuvent aussi venir taper à la porte d'Act4 Sport en disant « Ah, mais nous, on est aussi intéressés ». Il y a une exclusivité. Cette exclusivité, c'est sur les maillots. Chacun des clubs qui sont sponsorisés par une marque ont la totale exclusivité pour le marché. L'idée, c'est d'essayer d'éviter d'avoir une équipe dans le club qui est sponsorisée par Allianz et l'autre qui va être sponsorisée par Generali. Oui. On va essayer de faire tourner ça pour faire en sorte que ce soit le plus propre possible. Tu peux avoir sur un même maillot 2 ou 3 marques ? Ça n'est jamais arrivé, mais pourquoi pas un jour. Pour une question peut-être de mutualisation des coûts. En fait, notre forme de co-branding de sponsoring. Ce qu'on a imaginé dans ce sens un jour, c'était de se dire on va aller voir les clubs pro et on va leur dire on va vous proposer une offre que vous allez pouvoir proposer à vos sponsors. On va reproduire le maillot du club pro, mais sur des sportifs amateurs, dans leurs couleurs, etc. Et puis tous les sponsors vont mettre la main à la poche et puis ça fait partie des très bonnes idées qui ne fonctionnent absolument pas et crois-moi, il y en a plein des comme ça. Les marques qui signent avec Act4 Sport et donc les clubs amateurs, en général, signent pour une ou plusieurs saisons. C'est un des enjeux prioritaires de réussir à se calquer sur le mode fédéral, club, en fait, tout ce qui se fait dans le pro, c'est qu'il n'existe aucun monde où on signe qu'une saison. En général, on signe 2, 3, 4 saisons dans le sport pro. Donc nous, on essaie de tendre vers ça. On y arrive de plus en plus, mais c'est pas légion aujourd'hui. On a encore saison après saison, et puis c'est aussi normal. La tendance n'est pas non plus au surinvestissement publicitaire. Donc ils prennent leurs précautions. Ils savent que contrairement à une fédé qui va être très demandée, nous, ils peuvent se permettre de faire ça saison après saison. Donc non, on essaye. Par contre, ils ont un intérêt à signer plusieurs saisons. C'est aussi de se garantir d'être plus frais, plus visible, plus leader dans le domaine, mais aussi de faire des économies sur les coûts parce qu'il y a quand même un truc qui est important, c'est que dans le fameux ticket d'entrée dont je te parlais, ce qui compte majoritairement, c'est le coût du textile, le coût des équipements sportifs qu'on va offrir au club, et ça augmente tous les ans.
C'est aussi simple que ça. Donc, acheter tout le stock pour 2-3 saisons, c'est beaucoup plus rentable pour la marque qui va pouvoir faire, je pense, peut-être 10% d'économie en s'engageant. Évidemment. Tout à l'heure, on parlait des limites côté club. Comment tu arrives à fixer des limites aux marques? Une marque peut s'approprier aussi l'image de club amateur et au bout d'un moment dépasser la ligne jaune, si je puis me permettre. Et quel est toi ta vision des choses et quels sont en fait les aspects sur lesquels vous n'allez pas? La première des choses, c'est que dans une opération Act for Sport, les clubs peuvent avoir d'autres sponsors sur les maillots. Ça, c'est très important. Quand un annonceur nous demande est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité et on veut absolument aucun autre sponsor, c'est arrivé une seule fois et on dit ok, mais par contre on enlève du contrat qui nous lie avec les clubs l'obligation de porter les maillots. Ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, ça peut être un maillot third, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, mais on ne les oblige pas à les porter puisque vous leur coupez l'herbe sous le pied. Donc on va autoriser à avoir d'autres sponsors, évidemment pas concurrents aux sponsors, mais sinon ils peuvent avoir sur la manche et dans le dos d'autres sponsors. Pourquoi ? Parce que notre nom c'est Act for Sport, on n'est pas là pour le détruire. Si demain on offre des jeux de maillots avec un sponsor face avant, on tue un petit peu une des premières sources de revenus du club. Parce que la face avant du maillot, c'est quand même quelque chose qui a de la valeur. Pas dans tous les clubs. Il y a énormément de clubs qui ne trouvent pas de sponsor et c'est très compliqué. C'est là qu'on intervient. Tu veux dire que vous êtes une solution de soutien ? On est, nous, une solution de soutien. Moi, j'ai l'habitude de dire Act for Sport offre au club le petit plus qui va les rendre fiers. On n'est en aucun cas le sauveur du sport amateur. Ça, c'est très important de le dire. Nous, ce qu'on va offrir, c'est cet équipement dans une marque ultra référente, digne des pros, avec un beau sponsor, avec le bon logo du club et des équipements flambant neufs qui correspondent aux couleurs du club. C'est le petit plus qui va faire briller, qui va faire gonfler les pecs quand on rentre sur le terrain, qui va envoyer un message à l'équipe adverse qui va se dire ils sont professionnels, ils sont stylés. Mais on ne vient pas sauver le club, on ne vient pas sauver le sport. Ce serait complètement mensonger de dire qu'on vient sauver le sport amateur. Quelles sont les perspectives de déploiement sur l'année 2026 ? Je ne sais pas si tu as un petit scoop à nous donner. 2026, c'est une année, je pense que ça va être une année assez charnière parce qu'on se déploie à l'international. Act for Sport est depuis 6 ans déployé dans 7 pays d'Europe avec des annonceurs qui en fait... Et puis vous êtes basé à Marseille parce qu'on est quand même passé à côté de ça. On est basé à Marseille, c'est très important. Droit au but. Exactement. Non, mais on est basé à Marseille. Je passe quand même 2 jours par semaine à Paris, qui engendre beaucoup de problèmes familiaux, mais bon, c'est un autre sujet. On est présent dans 7 pays d'Europe depuis déjà 5 ans, mais avec une traction commerciale qui est simplement celle de prendre l'opportunité de nos annonceurs en France qui nous proposent de partir, qui nous demandent s'ils peuvent partir à l'international. L'international, c'est proche type Italie ou vous allez en Australie ? Alors aujourd'hui c'est européen, France, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, République tchèque, Slovaquie. En 2026 on attaque le marché de l'Allemagne de manière très agressive puisque ça va être notre priorité là en 2026, c'est d'attaquer le marché allemand. Il y a des contacts, les UK, les Pays-Bas, l'Italie et l'Espagne en mode conquête commerciale évidemment, et puis après il y a des contacts en Afrique du Sud, il y a des contacts en Asie, en Australie. C'est embryonnaire, j'espère qu'au moment de la diffusion de ce podcast il y en aura 10, mais pour l'instant ça reste embryonnaire, et donc du coup ça c'est l'aspect, la nouveauté on va dire 2026 d'un point de vue commercial, c'est qu'on attaque ce marché européen, et puis il y a une véritable volonté de partir sur un modèle beaucoup plus créatif et beaucoup plus social media, avec le partenariat avec Rematch, mais aussi avec des volontés de plus en plus de faire des shootings plus originaux, de raconter des histoires un peu plus profondes, un peu plus puissantes, de proposer à des annonceurs d'avoir plus d'activation, etc. Donc vraiment, voilà, le volet créatif va devenir très important chez Act for Sport. Bon, appel à toutes les marques internationales, de téléphonie mobile aussi, notamment. On a travaillé une saison avec Bouygues Télécom, on en a plus, et on aimerait beaucoup en travailler avec des marques déjà très impliquées dans le sport et qui le font de manière très très bien, sans les citer. Allez, je me suis fait plaisir, j'ai mis une petite musique façon Tour de France pour la dernière question, qui est loin d'être fade et froide. Elle est même plutôt très chaude en fonction de l'actualité. Demain, si une marque comme Temu, Chine, veut devenir sponsor d'un club amateur, toi tu leur dis oui ou tu stoppes net la discussion au regard de leurs valeurs douteuses ? Évidemment, je m'y attendais à celle-là. La première des choses, on va répondre cash, et évidemment non, pour des raisons évidentes de valeur.
Mais en même temps, je vais juste apporter un peu de propos à tout ça. C'est assez marrant parce que moi, je constate, depuis que je fais ce métier, depuis que j'ai créé Act for Sport, qu'il y a une sorte de hiérarchisation du mal dans nos métiers. Pendant les 5-6 premières années d'Act for Sport, on me parlait uniquement de Total Energy pour me poser cette question. Et depuis 5-6 mois, il y a des marques bad buzz Chine. comme ça. Et puis ça sera probablement une autre dans un an. Exactement. Et donc en fait, il y a deux aspects. C'est moi aujourd'hui, je connais pas une marque qui soit totalement clean. On a beau faire ce qu'on veut, ça reste des marques qui ont besoin d'aller toucher des annonces, leur public, leurs clients. Il y a toujours, si on cherche, si on creuse un peu, il va toujours y avoir un truc. Néanmoins, moi, je préfère 10 000 fois qu'une marque fasse sa communication aussi détestable soit-elle, en ayant l'idée d'associer ses valeurs à l'aide aux associations sportives, plutôt que d'acheter un plan programmatique sur Meta, ou j'en sais rien. J'ai rien contre le plan programmatique, j'ai rien contre un plan télé, etc. Mais à minima, même si la marque est pas terrible, eh ben, au moins elle va s'engager et sa communication va aider des associations sportives. Ce que tu veux dire aussi par rapport au début de l'épisode, c'est que c'est pas le nombre de zéros qui compte, c'est aussi l'ancrage local et la proximité, l'engagement sur le terrain. Oui, mais après, le nombre de zéros, on va pas se mentir aussi. Je suis chef d'entreprise, j'ai des équipes à payer tous les mois. Donc, les deux rentrent en compte, en vérité. Je pourrais aussi demain faire un podcast business, financier, et puis faudrait pas trop qu'il soit long, le podcast financier, mais non, il y a deux réalités. Il y a le commercial et il y a le gestionnaire d'entreprise. Ouais. Et sur cet aspect-là, je dois aussi trouver les bons arguments pour savoir si j'accepte ou pas une marque. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on court plutôt après les marques plutôt qu'on essaie de savoir si on les accepte ou pas. D'accord, écoute, appel à toutes les bonnes marques. Guillaume, merci pour ta transparence. Le mot de la fin est à toi. Non, tout simplement, je te remercie. J'espère que l'année 2026 va être très très belle. Mais on est très fiers ce jeudi 20 novembre de lancer l'opération avec l'association L'Enfant Bleu à l'occasion de la Journée internationale des droits des enfants. On a ajouté, en fait, on s'est rendu compte qu'on avait sur nos maillots un espace média disponible en dessous des numéros, en fait, qu'on floque 2 numéros ou 2 numéros avec un bandeau. C'est le même prix, entre guillemets, puisque c'est un seul et même patch. Et donc, cet espace média, on a eu à cœur de le mettre à disposition d'une association. Génial. Et donc, du coup, en discussion avec Avasplay, on a proposé à L'Enfant Bleu de mettre à disposition cet espace sur lequel il y a un petit QR code qui dit, et un message qui dit « Victime ou témoin de violences infantiles ». Scanner ce code pour témoigner. Et j'en tremble un peu en le disant, mais il y a eu déjà un peu plus de 200 flashs sur le QR code. J'espère sincèrement que c'est 200 personnes du milieu de la pub qui l'ont fait et que c'est pas des vrais flashs, parce que en tant que père de famille, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur et qui fait très froid dans le dos quand on y est confronté dans la vraie vie comme on est en train de le faire aujourd'hui. Et qui sera valable donc sur toute l'année 2026. Tous les maillots qui sont envoyés depuis août, en fait, ont déjà ce QR code. On l'a mis volontairement discrètement pour qu'il soit bravo au sein de l'écosystème des associations. Initiative absolument géniale, comme quoi on peut être businessman et homme au grand cœur. Moi, avant de vous quitter, je vais quand même rappeler l'adresse du site internet Act for Sport, notamment si vous êtes un club amateur, si vous êtes une grande marque, une marque locale, en tous les cas une marque qui a envie de communiquer de manière tactique et intelligente, actforsport.eu. Merci à toutes et à tous pour votre engagement, pour vos commentaires, pour vos likes, pour votre soutien sur toutes les plateformes, Spotify, PodCloud, Deezer, bien entendu, faut l'écouter sur bien Deezer. entendu, Apple Podcast, Google Podcast, enfin on en passe, Podcast France également. Et sinon, je vous dis à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcast. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.